Alors, je voudrais commencer par poser trois choses, trois points qui me semblent absolument essentiels si on veut comprendre, approcher la question des risques du savoir, puisque c'est le titre qu'on a donné à cette intervention, les risques du savoir, de la science au complotisme. Je voudrais donc commencer par poser trois objets dont je vais vous demander de faire l'effort de les retenir pour commencer, parce qu'on va les retrouver évidemment, ils vont nous aider à analyser un petit peu les problèmes qu'on va traiter. Le premier objet, ce sont les toutes premières lignes du discours de la méthode d'un certain René Descartes. Voilà, quand un philosophe fait une intervention, il faut toujours qu'il mette un peu de Descartes quelque part, sinon ça ne fait pas très sérieux. Et alors, vous savez peut-être que Descartes, qui est né en 1596, qui est mort en 1650, a publié le discours de la méthode en 1637, et la toute première phrase, je ne vais pas citer vous savez la fameuse phrase, je pense donc je suis, tout ça, bon, on va laisser ça de côté, mais la toute première phrase du discours de la méthode, c'est une phrase extrêmement importante pour nous, à savoir, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont difficiles à contenter, les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. Bon, ok, ça y est, c'est déjà compliqué. En fait, ce qu'il nous dit là, c'est extrêmement simple. On va repartir de la fin, si vous voulez bien. Il y a des choses dont Descartes nous dit, eh bien, il y a des tas de gens sur lesquels il y a des gens qui sont très difficiles à contenter sur tout un tas de choses. Je vais prendre quelques exemples extrêmement simples. Par exemple, nous pouvons être très difficiles à contenter au niveau de notre intelligence. Je veux dire par là que la plupart d'entre nous, on peut se considérer comme sans doute plus intelligent qu'un tel, mais beaucoup moins intelligent qu'un autre. On n'a pas trop de mal à le reconnaître, ça. On a tous des difficultés avec notre mémoire. Certains peuvent se dire, par exemple, j'ai une mauvaise mémoire, ou je ne retiens pas les noms, ou je ne reconnais pas les gens lorsque je les vois hors contexte, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on peut accepter d'être, en quelque sorte, mal servi, si je puis dire. En revanche, il y a une chose dont personne ne se plaint, c'est sur ce que Descartes appelle donc le bon sens. Alors il donne trois autres noms à la notion de bon sens, il appelle ça aussi la raison, ça ne dit pas grand-chose, mais il appelle ça surtout la puissance de juger, de bien juger, et puis il appelle ça également la puissance de distinguer le vrai d'avec le faux. Et donc, là-dessus, Descartes nous dit, en fait, cette faculté, elle est naturellement égale en tous les hommes, ce qui veut dire que, concrètement, tout le monde dispose de cette puissance de bien juger, de cette puissance de distinguer le vrai d'avec le faux. Que l'on soit un génie, que l'on soit un fou, que l'on soit un complotiste, que ce soit vous, que ce soit moi, on a tous cette puissance-là. Bien. Mais alors, ça signifie une chose qui est très importante à comprendre, c'est que ce que chacun de nous fait lorsqu'il fait usage de cette puissance, de ce bon sens, est de la même nature exactement que l'on soit un génie, un fou, un débile mental, vous, moi, etc. C'est de la même nature. Et donc, il n'y a pas de différence de nature entre l'action de juger lorsqu'un génie dit A est vrai et B est faux, et dans l'action de juger lorsqu'un complotiste dit A est faux et B est vrai. Il n'y a pas de différence de nature. Bien. Mais le problème qui se pose en fait à nous, c'est celui de la valeur que nous donnons tous au jugement que nous énonçons de cette manière. C'est là que la phrase est intéressante, la phrase de Descartes est intéressante, car chacun pense en être si bien pourvu. Il nous dit quoi ici? Il nous dit qu'en fait, pour évaluer notre puissance de bien juger, nous exerçons notre puissance de bien juger. Et donc, très concrètement, ça veut dire que lorsque je juge que A est vrai et que B est faux, mécaniquement, je considère que j'ai forcément raison. Est-ce que vous me suivez bien? Ça va pour ce premier point? Donc, ça veut dire que le fou, autant que le génie, autant que vous et moi, etc., eh bien, lorsque nous jugeons quelque chose, lorsque nous distinguons et supposons ou posons que A est vrai, que B est faux, ou le contraire, eh bien, nous sommes absolument sûrs d'avoir raison, alors même que nous pouvons nous tromper complètement. D'accord? Alors, ce qui va faire que toute la diversité de nos opinions, parfois sur des choses extrêmement simples,
La diversité de nos opinions va venir de la manière dont nous exerçons cette puissance de bien distinguer le vrai d'avec le faux. Certains vont aller beaucoup trop vite, certains vont se fier à n'importe qui, certains vont être tellement soucieux dans les détails qu'ils vont se perdre dans tout un tas de choses, etc., etc. Nous avons tous des manières très différentes d'appliquer cette puissance, mais quand nous appliquons cette puissance et que nous disons A est vrai, B est faux, nous avons forcément le sens de notre raison, nous avons forcément l'impression d'avoir raison, le sentiment d'avoir raison. Deuxième chose maintenant que je voudrais poser pour notre réflexion, c'est que nos raisonnements donc automatiquement relèvent de notre rationalité, mais il y a également dans tous nos raisonnements une dimension passionnelle. Et je voudrais prendre une toute petite scène d'un roman de Proust qui s'appelle Du côté de chez Swann, et vous raconter une toute petite scène qui met en scène Swann en question. Vous avez peut-être lu ce roman. Swann, dans le roman de Proust, c'est un type extrêmement cultivé, un grand intellectuel, un critique d'art, enfin quelqu'un qui est vraiment insoupçonnable du côté de la puissance de sa réflexion. Et il est amoureux d'une jeune femme que Proust décrit sous le nom, enfin sous comment dire, le surnom de poule. Il l'appelle une poule en quelque sorte, une femme aux mœurs relativement légères. Et alors, il y a une histoire d'amour entre Swann et Odette, une histoire d'ordre sexuel également, et il se trouve qu'un soir, donc, Swann arrive chez Odette et pense passer la soirée avec sa maîtresse, sauf que sa maîtresse le renvoie chez lui parce qu'elle a mal à la tête, elle se sent pas bien, etc. Bien. Alors il rentre chez lui, mais dès qu'il rentre chez lui, il a tout à coup l'intuition, il a tout à coup la certitude que si elle l'a renvoyé chez lui, c'était pour recevoir un autre amant à sa place. Et alors, dès qu'il a cette intuition, eh bien, il repart. Il reprend sa petite calèche, là, et puis il repart. Et arrivé au bout de la rue où habite Odette, il voit la fenêtre d'Odette qui est illuminée. Et là, il est absolument convaincu, donc, qu'il a raison. Il s'approche, il y a donc de la lumière à travers les volets. Il entend même une conversation. Il frappe au volet, juste pour faire savoir à Odette qu'il sait. D'accord ? Et puis, le volet s'ouvre, la fenêtre s'ouvre, et il se retrouve devant deux types qui sont là, qu'il ne connaît pas, et il se retrouve surtout devant un intérieur de chambre, de pièces, qu'il ne connaît pas non plus. Et là, tout d'un coup, il se rend compte qu'il s'est trompé de maison. La maison d'Odette, c'est juste à côté. C'est la fenêtre qui est juste à côté. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? On peut tirer de ça que la représentation qu'a Swann du monde, dans cette scène-là, est totalement faussée par son sentiment amoureux. Sa représentation est totalement faussée par la jalousie liée à son soupçon, à sa certitude d'être trompé par Odette. Et donc, du même coup, on peut dire, parce que la scène nous appelle à penser ça, qu'il a été complètement aveuglé par la lumière qu'il a vue dans cette fenêtre et qui était la confirmation de ce qu'il avait déjà décidé, à savoir, elle me trompe. Ça, c'était le deuxième point. Et puis, il nous manque un troisième point pour commencer notre présentation. Le problème dans lequel on se trouve, vous comprenez bien ici, c'est le problème de la confusion que nous faisons entre ce que nous pensons et puis la vérité. Mettez un grand V si vous voulez, mais enfin, au moins cette chose-là, un petit peu sacrée en quelque sorte. Nous avons tous tendance à prendre nos opinions pour la vérité. Mais alors cela signifie que si nous faisons cela, c'est que nous nous passons en quelque sorte de ce qui est le propre même de la vérité, à savoir la conformité de ce que nous pensons avec les faits eux-mêmes. Là, je voudrais vous citer un tout petit passage d'une philosophe allemande qui s'appelait Hannah Arendt, dans un ouvrage qui s'appelle « La crise de la culture », et qui dit une chose très très intéressante, et notamment, je vais évoquer ça, Stéphane a parlé de Trump tout à l'heure, on va pouvoir illustrer très facilement, vous allez voir. Hannah Arendt écrit la chose suivante: « Les faits sont la matière des opinions, et les opinions, inspirées par différents intérêts et différentes passions, peuvent différer largement et demeurer légitimes aussi longtemps qu'elles respectent la vérité de fait. La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie, et si ce ne sont pas les faits qui font l'objet d'un débat. » Alors, c'est un texte qui est tout à fait essentiel également à comprendre. Ça veut donc dire qu'en fait, il ne peut y avoir d'opinion
Et il ne peut y avoir diversité légitime des opinions, il est parfaitement légitime d'avoir des opinions diverses, que si l'on est d'accord d'abord sur les faits eux-mêmes. Je prends un exemple très simple, nous sommes réunis ici. Bon. Nous sommes un certain nombre, je ne sais pas, 100, quelque chose comme ça. Dehors, il y a du soleil, il fait beau, etc. Ce sont des faits. Je tiens un discours devant vous, voilà, tout ça, ce sont des faits. Mais à partir de ces faits, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous va pouvoir se faire des opinions différentes. Sur mon discours, par exemple, il y en a peut-être déjà qui pensent que c'est complètement nul. D'autres qui pensent que c'est absolument génial. Il y aura une très grande diversité d'appréciation. Enfin, j'espère que tout le monde sera à peu près d'accord à la fin, mais enfin, bon, il peut y avoir diversité d'opinions. Donc voilà, moi je vous offre un fait, vous allez vous faire des opinions dessus. On est d'accord là-dessus. Ok? Alors précisément, vous vous rappelez peut-être l'investiture de Trump. Lorsque, devant le Congrès, les images ont montré, les télévisions ont montré que, de toute évidence, il semblait y avoir beaucoup moins de monde devant le Congrès que lors des investitures, et surtout de la première investiture d'Obama. Sauf que dès le lendemain, les attachés de presse, les conseillers, dont une qui s'appelle, j'ai noté son nom quand même, parce qu'elle a marqué l'histoire des États-Unis, Kellyanne Conway, ont parlé dès le lendemain de faits alternatifs, d'alternative facts. Voilà, de faits alternatifs, ou ce qu'en français on appelle aussi des faits parallèles. Et donc par lesquels il était établi que, contrairement à ce que montraient les images, il y avait en réalité beaucoup plus de monde à l'investiture de Trump qu'à l'investiture d'Obama. Et on avait là une première approche, si on peut dire, de l'usage de ce qu'on va appeler plus tard des fake news, enfin de ce qu'on appelait déjà des fake news, hein, dans la manière de gouverner de Trump. Alors ce qu'on appelle des fake news, c'est quoi? Ce qu'on appelle des fake news, ce ne sont pas des mensonges ni des informations fausses par erreur, c'est-à-dire par erreur sur les faits, puisque en réalité, leur manque de pertinence aux fake news ne s'évalue pas en référence à des faits ou à une réalité à laquelle elles ne correspondraient pas. Les fake news, ce sont des informations qui sont à elles-mêmes leur propre référent. Elles sont fausses avant tout parce qu'elles prétendent renvoyer à une réalité alors qu'en fait elles se substituent à la réalité. On est donc dans le monde de la post-vérité et c'est là que les opinions deviennent une farce, nous dit Hannah Arendt. C'est-à-dire qu'en fait les fake news dans le monde de la post-vérité ne nous informent pas sur la réalité, mais produisent de toutes pièces une réalité factice par la simple opération de la parole. Ça va? Je ne vais pas trop vite? C'est bon? Alors, il se trouve que Trump, en quelque sorte, il a bouclé la boucle aussi à la fin de son mandat, lorsque, quelques semaines avant les élections, il a commencé à annoncer que s'il y avait défaite de son camp, si lui perdait les élections, c'est que nécessairement il y aurait eu fraude. Ce qui est absolument génial, puisque du même coup, la défaite qu'il a subie est la preuve même, d'après son discours, qu'il y a eu fraude. Ce qui implique également que, même si on ne peut pas prouver qu'il y a eu fraude, il y a bien eu fraude, puisqu'on ne pouvait pas perdre sans ce moyen. Et de ce fait-là, par ce moyen-là, en quelque sorte, Trump fait à peu près ce que font tous ceux qui procèdent de cette manière-là, qui constituent leur discours comme leur propre référent, à savoir qu'il renvoie la charge de la preuve qu'il n'y a pas eu fraude à ses adversaires. Voilà, j'avais besoin de poser ces trois points-là. Vous les avez tous bien notés, vous avez tous bien en tête. Il y aura une interro tout à l'heure pour voir si vous avez bien suivi. Le quatrième moment, donc, maintenant qu'on puisse aborder, si vous voulez, la question de la science au complotisme. Si on examine un tout petit peu l'idée courante, l'idée la plus simple qu'on se fait de la science généralement, eh bien, on se représente un scientifique qui va
qui est censé faire des hypothèses sur un certain type d'objet sur lequel il travaille. Il va vérifier ces hypothèses par des expériences, et à partir de ces expériences, il va pouvoir dégager un certain nombre de connaissances qui, étant la vérité, eh bien, vont être considérées comme définitives, vont être considérées comme indiscutables, vont être considérées comme immuables, la science elle-même étant parfaitement irréfutable en soi. Ça, c'est l'image qu'on a de la science, qu'on utilise parfois quand on a une discussion. Ah mais si, c'est scientifique, ils l'ont dit, et tout ça. Si, c'est scientifique, ça. Bon. Sauf que cette image, elle est totalement fausse. Cette image, elle est totalement fausse. Notamment parce que l'essentiel de la science, c'est d'abord de veiller à ne pas tomber dans les 3 travers que nous avons évoqués auparavant. À savoir, donc je vous rappelle, la tendance à croire spontanément qu'on juge bien, la dimension passionnelle de nos jugements, avec le rôle donc, que joue le désir pour déformer notre vision du monde, et puis la difficulté à identifier et à respecter les faits eux-mêmes. Alors là, cette fois, celui qui peut nous aider à mieux comprendre, à comprendre même très sommairement, mais de manière très efficace, je crois, cette question de la science, et à réviser notre image de la science, c'est Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, hein, qui est né en 1884 et qui est mort en 1962, et notamment, je vais vous citer simplement une toute petite phrase qui fait toujours beaucoup rire nos élèves, qui se trouve dans la formation de l'esprit scientifique, et il dit la chose suivante: « J'ai souvent été frappé du fait que les professeurs de sciences, plus encore que les autres, si c'est possible, ne comprennent pas qu'on ne comprenne pas. » Voilà. Alors, c'est une simplicité totale, cette phrase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élève qui arrive en cours, eh bien, il n'arrive jamais en cours avec un savoir zéro, si je puis dire. Il n'est jamais totalement vierge de toute représentation du monde et donc de toute représentation des problèmes que l'on étudie dans le cours de sciences. L'explication scientifique du même coup ne peut pas s'imposer à lui comme une évidence, puisqu'il a déjà en lui un savoir que Bachelard appelle un savoir pré-scientifique, qui occupe déjà la place en quelque sorte. D'où Bachelard qui nous explique qu'il faudrait commencer par défaire un petit peu ce pré-savoir, ce savoir pré-scientifique, pour commencer à construire le savoir lui-même. Et par ailleurs, il en tire une autre idée, qui est que ce qui caractérise l'esprit scientifique qui va donc être nécessaire à l'acquisition d'un savoir scientifique par la suite, ce qui caractérise donc l'esprit scientifique, c'est de faire preuve, je cite Bachelard, de vigilance malveillante vis-à-vis de ses propres opinions. Alors ça, retenez bien ça, ça va être important également tout à l'heure. Ça veut dire que pour lui, le principal obstacle épistémologique, c'est une expression qu'on doit à Bachelard, c'est-à-dire le principal obstacle à la pratique de la science, à l'accès au savoir par la science, ce principal obstacle épistémologique, ce sont les habitudes de pensée, ce sont les idées toutes faites, ce sont les représentations de la vie quotidienne en quelque sorte. Bref, le principal obstacle épistémologique, le principal obstacle à l'accès au savoir, c'est la certitude de savoir déjà. C'est la conviction de savoir déjà. Alors d'où la démarche des scientifiques précisément, qui obéit à des protocoles extrêmement stricts, extrêmement rigoureux, notamment pour les protéger contre les conclusions hâtives, comme on l'a vu tout à l'heure, contre la vision arrangeante des faits, et puis contre le désir d'avoir raison pour toujours, par exemple. Je vous décris en 4 moments très simples. C'est Bachelard qui donne cette description. Hein. Il y a 4 moments très simples dans les protocoles scientifiques. On connaît tous à peu près ça. Dans un premier temps, dans une première étape, un scientifique, il observe les événements et il cherche à identifier clairement les faits, précisément. Non pas pour voir et repérer tout de suite ce qu'il est censé connaître, ce qu'il est censé savoir, mais pour être capable de formuler très clairement quelque chose qui fait problème. Le travail essentiel du scientifique, c'est de lutter contre ses opinions et de se dire « Oups, oui, mais ça, tiens, ça fait problème, ça. » D'accord?
Si vous voulez, tout à l'heure, je donnerai d'autres petits exemples pour illustrer un petit peu mon propos. Donc, le premier souci du scientifique, c'est pas de donner une réponse. Non, le premier souci du scientifique, c'est de clairement observer les problèmes pour être capable d'en identifier, de clairement observer les faits pour être capable d'identifier un problème, de formuler clairement un problème. D'où la deuxième étape qui est ensuite de poser une hypothèse. J'ai un problème, bon, ben, je vais faire une hypothèse, qui est une réponse, le mot important est possible sur le problème qui est posé. Une réponse possible. C'est peut-être pas du tout la bonne, mais c'est une réponse possible. Très bien. Troisième étape, absolument fondamentale. C'est le moment où le scientifique va faire une expérience. Alors, une expérience, ça n'est pas la vérification du problème, de l'hypothèse. Parce que si je dis vérification, ça veut dire que j'ai tendance à faire en sorte que mon expérience montre que mon hypothèse est vraie. Et en fait, les scientifiques se méfient absolument de tout ça, parce qu'il est assez facile pour un scientifique de faire une expérience qui va montrer que son hypothèse est vraie. C'est pas très compliqué à mettre en place, ça. En gros, on anticipe, ça devrait donner tel résultat. Ah, bah vous voyez, j'ai raison. Non, en fait, le scientifique, quand il fait une expérience, il ne vérifie pas. Il met à l'épreuve son hypothèse. Il la met à l'épreuve. Et ça, c'est très très important à comprendre parce que ça signifie qu'en fait, lorsqu'une expérience confirme l'hypothèse, on pourrait se dire qu'on a trouvé, alors qu'en réalité, on n'en sait pas beaucoup plus. Alors que lorsqu'une expérience infirme une hypothèse, contredit l'hypothèse qu'on a pu énoncer, là, on sait quelque chose. On sait que l'hypothèse n'est pas bonne. On a fait un pas énorme, beaucoup plus que lorsqu'on a seulement confirmé notre hypothèse. Donc ça veut dire qu'un scientifique, il ne recherche pas la confirmation, il recherche plutôt l'infirmation. Il la met à l'épreuve. Allez, dis-nous ce que tu as dans le ventre et on va voir si tu résistes ou pas. Si tu résistes pas, c'est que tu n'es pas bonne. Donc là, au moins, je sais quelque chose. Quatrième point, la dernière étape, c'est la lecture des résultats de l'expérience. C'est l'interprétation qu'on va en faire, la formulation des conclusions qu'on va essayer d'élaborer. C'est la formulation d'une théorie aussi, nous dit Bachelard, mais à condition de bien entendre qu'une théorie n'est qu'une théorie possible à côté d'autres théories qui peuvent être fondées sur d'autres hypothèses. On ne sait pas encore grand-chose à ce moment-là. Bien, conséquence fondamentale. Il faut bien comprendre à partir de là que la science progresse donc en acquérant de nouvelles connaissances, bien évidemment, sur les lois de la nature, sur des phénomènes, sur la loi de l'accélération des corps par Galilée ou je ne sais quoi. Mais une théorie scientifique dans son ensemble ne prétend jamais être la vérité absolue, définitive, totalement immuable, éternelle, si vous voulez. Une théorie scientifique se caractérise par le fait qu'elle donne des réponses, mais par le fait également qu'elle pose de nouvelles questions. Une théorie scientifique, c'est une porte qu'on ouvre, mais derrière la porte qu'on ouvre, il y en a forcément toujours une autre qui est fermée. Et donc, une théorie scientifique se définit par sa capacité non pas à être irréfutable, mais au contraire par sa qualité d'être réfutable par d'autres théories qui vont s'approprier les problèmes qu'elle a posés et auxquels elle ne peut pas répondre. Donc ça veut dire qu'une théorie scientifique vaut au moins autant par les questions qu'elle pose, par les nouvelles questions qu'elle pose, que par les réponses qu'elle donne. Et alors il y a une phrase qui dit ça magnifiquement, je trouve, et qu'en général donc, les élèves retiennent bien. C'est une phrase de Karl Popper, qui a beaucoup réfléchi sur ces questions-là, et la phrase dit la chose suivante: « Une théorie vraie est une théorie qui n'est pas encore fausse. » Voilà, il faut accepter cette idée que la science, c'est ça. C'est une vérité qui est toujours en train de se réformer, de se faire, de se renouveler en quelque sorte. Mais aucun scientifique dans l'histoire de la science moderne, depuis Copernic-Galilée en gros, aucun scientifique ne prétend jamais être arrivé à la théorie qui ne sera jamais dépassée, qui sera indépassable. Alors maintenant, regardons de l'autre côté la question du complotisme ou du conspirationnisme qui se pose aujourd'hui en effet d'une manière très, très sensible. Et pour comprendre la force de cette manière de penser,
il faut qu'on identifie les mécanismes de cette manière de penser. Il y a un premier élément dans la question du conspirationnisme, c'est d'abord que, le premier élément, c'est d'abord qu'on a raison de croire qu'on nous ment de temps en temps. Ça arrive que les politiques nous mentent. Ça arrive que des fois, comme on dit, comme disait la chanson de Dutronc, vous savez, on nous cache tout, on nous dit rien. Oui, ça arrive, peut-être que, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des masques, aujourd'hui on a des masques, il y a peut-être eu une période pendant laquelle on en avait peut-être pas trop, et on nous a fait croire que peut-être c'était pas utile de mettre des masques, c'était peut-être un mensonge pour cacher le... Enfin bon, bref, voilà. Vous voyez, bien évidemment, il y a une légitimité à croire qu'on nous ment, parce que de fait, on nous ment, c'est vrai. Bah. Maintenant, si je peux me permettre de mettre un tout petit peu les pieds dans le plat, moi ce qui m'étonne toujours quand on s'indigne des mensonges, c'est que précisément on s'indigne des mensonges des politiques. Non pas qu'il faille accepter les mensonges des politiques, mais parce qu'on a l'impression à chaque fois qu'on dévoile un mensonge, qu'on découvre que les politiques nous mentent. Sauf que la politique implique nécessairement l'exercice du mensonge. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Je vais faire un parallèle un tout petit peu osé, et pas tout à fait pertinent, mais d'une certaine façon, c'est un peu comme dans l'éducation des enfants. Je crois qu'on ment assez régulièrement aussi aux enfants, par exemple pour ne pas les inquiéter, par exemple pour ne pas les paniquer. Qu'est-ce qu'il y a, papa, t'as l'air triste, ça va? Oui, oui, ça va, t'inquiète pas, tout va bien. Bon, voilà, mensonge, ça coûte rien, mais bon. La politique, on le sait au moins depuis Machiavel, implique la pratique du mensonge, notamment parce que nous avons des intérêts différents les uns des autres. Parce que je ne peux pas prendre une décision qui plaise à tout le monde. Parce qu'il est important que, lorsque j'exerce des fonctions, il est important que vous croyiez que je suis parfaitement compétent. Donc je vais faire semblant de savoir parfois, alors que je ne sais peut-être pas vraiment. D'où venait la popularité, par exemple, d'Édouard Philippe lorsqu'il était Premier ministre? C'était justement parce qu'il était un des seuls à pouvoir dire « je vous avoue que là, je ne sais pas ». Et c'est vrai que là, tout d'un coup, on se disait, ah bah tiens, c'est marrant, les autres, ils nous font croire qu'ils savent. Donc ça veut dire que le mensonge, évidemment, fait partie. Je ne suis pas en train de le justifier, de l'accepter, de dire que c'est très bien, etc. Hein. Je dis simplement que, voilà, ça ne peut pas ne pas faire partie de la manière de gouverner, de diriger. Bon. Mais le problème qui se pose, avec le conspirationnisme notamment, c'est que le conspirationniste, lui, va considérer que, en réalité, tout est mensonge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, par exemple, il peut croire que la Terre est plate, par exemple, et à la limite, on pourrait se dire, bon, ben, s'il croit que la Terre est plate, il croit que la Terre est plate, c'est son problème. Bon. Sauf que le conspirationniste, il va dire, oui, mais du même coup, ça veut dire que c'est la CIA qui nous force à croire que la Terre est ronde. Je vous avouerai, moi, j'ai toujours pas compris pourquoi la CIA nous forcerait à croire que la Terre est ronde. S'il croit que la Terre est plate, pourquoi pas. Mais lui, il y voit un complot derrière. On veut nous faire croire des tas de choses. Bon. Et donc, du même coup, c'est vrai qu'on peut avoir cette tendance assez facilement à se dire, bah, tiens, ils nous ont menti là-dessus. C'est donc que derrière, il y a quelque chose qui se trompe. Bon. C'est là que peut-être il faut résister à certaines tentations. Le deuxième élément dans la mécanique du conspirationnisme, si je puis dire. Le deuxième élément, c'est la manière dont circule aujourd'hui l'information. Bon, on a tous affaire à ce genre de choses, qui est une manière horizontale de circuler, et non plus verticale, si je puis dire. Ça veut dire qu'Internet, les réseaux sociaux, donnent accès à tout le monde, à tout un tas d'informations. Bien. On n'a plus des informations qui nous viennent de médias du haut vers le bas, avec des spécialistes, etc., hein, dont on entend les discours. Là, on peut aller chercher n'importe quel type d'information. Et on peut même également être fournisseur soi-même d'informations. Je publie quelque chose, je donne une information, je publie une vidéo, etc. Et il y a des tas de gens qui vont la voir. Donc ils vont recevoir l'information. Alors, ce qui fait que, du même coup, on perd un tout petit peu de vue que la notion même d'information, elle est censée normalement reposer sur un certain nombre d'exigences. Des journalistes qui ont des règles à respecter, vous avez des spécialistes, vous avez des experts, etc. Alors on peut mettre en doute ce qu'ils disent éventuellement, mais normalement il y a un certain nombre de critères que doivent respecter, de lois, de règles que doivent respecter comme ça des gens dont c'est le métier de fournir des informations. Et puis, d'autre part, il y a l'autre problème qui se pose, c'est qu'on sait aussi qu'il nous est facile à chacun d'entre nous de trouver les informations qui nous conviennent. Et vous
vous êtes au courant évidemment que lorsque vous allez sur Internet, vous avez des tas d'algorithmes qui calculent les liens sur lesquels vous êtes allé, et donc les algorithmes vont faire en sorte que la prochaine fois que vous allez vous connecter, il va vous proposer tout de suite des choses qui sont en lien avec ce que vous avez déjà regardé. Vous regardez une vidéo, vous avez 25 vidéos à côté qui vous sont proposées dans le même ordre d'idées en quelque sorte. Donc, vous regardez une vidéo complotiste, je voyais un document qui disait ça dimanche dernier là justement, vous regardez une vidéo complotiste, vous allez avoir tout un tas d'autres de propositions qui vont être faites. Autrement dit, c'est très vite fait de se retrouver dans ce qu'on appelle des sites communautaires. Des sites dans lesquels tout le monde est d'accord, dans lesquels, en quelque sorte, tout le monde pense, entre guillemets, pense la même chose, et surtout pense la même chose contre les informations officielles, et les sources d'informations officielles. Ce qui veut dire que chacun, du même coup, dispose du droit de penser à peu près ce qu'il veut, et il dispose également des moyens techniques de confirmer qu'il a raison. Non pas en trouvant de nouveaux critères pour se confronter aux faits, pour analyser de manière critique le problème, la situation, etc., mais en mesurant la pertinence de sa pensée par le constat que d'autres pensent comme lui. Autrement dit donc, pour avoir raison, le conspirationniste n'a besoin que d'informations alternatives par rapport aux informations dites officielles. Informations alternatives dont d'autres lui confirment la pertinence parce qu'il les partage également, simplement en les partageant uniquement. Vous connaissez la deuxième phrase de la chanson de Dutronc, hein, plus on nous informe, plus on ne sait rien. Ce qui peut-être avant l'heure est une forme d'annonce de ce qui se passe avec les réseaux. Troisième élément que je voulais mettre en évidence, du fait de cet accès facile de toutes sortes d'informations, c'est une pratique généralisée du doute. Alors vous savez que les philosophes aiment beaucoup la notion de doute, donc notamment avec Descartes, mais en soi, donc, le doute, c'est une attitude positive, d'accord, puisqu'il est utilisé, lorsqu'il est utilisé comme un instrument critique. J'adhère pas de manière comme ça, automatique, ok, je prends un peu de distance, et puis après je vais voir. Bien. Sauf que, donc chez Descartes, le doute, il est utilisé comme un instrument de recherche de la vérité. Ça a ça pour but, on est bien d'accord. En période de pandémie, en revanche, pour ne prendre que cet exemple-là, en période de pandémie, le doute se fonde sur un phénomène qui est par exemple le discrédit dont souffrent les scientifiques lorsqu'ils nous montrent dans des émissions de télévision, pourquoi pas, qu'ils ne sont pas d'accord. Ou bien ce discrédit leur vient aussi du fait qu'un jour ils vont dire le contraire de ce qu'ils ont dit la semaine d'avant. C'est arrivé maintes fois depuis 1 an et demi qu'on nous parle de ce virus. Et de ce fait-là, eh bien, va se développer automatiquement une forme de vigilance malveillante, pour reprendre l'expression de Gaston Bachelard, sauf que cette vigilance malveillante, on ne va pas l'appliquer à soi-même lorsqu'on entend des scientifiques parler et se contredire, on va l'appliquer justement aux scientifiques eux-mêmes, aux experts. Ah ben voilà, ils se trompent, en fait ils nous font croire qu'ils savent, mais ils ne savent pas, il a dit le contraire il y a 3 jours, etc., etc. Donc cette vigilance malveillante, encore une fois pour Bachelard, elle doit être contre soi-même. Là, on va la retourner contre ceux qui sont censés savoir. Et alors, comme il est très facile de relever des failles dans les discours, des approximations dans les analyses, des aspects qui se contredisent éventuellement, il est donc très facile de soutenir que la vérité est ailleurs, comme disait l'autre. Et au-delà, puisque d'autres sources d'informations sont disponibles, et puisque, je vous rappelle, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, autrement dit, puisque chacun peut avoir mécaniquement le sentiment qu'il a raison, eh bien, il est très facile à chacun d'entre nous de faire que son propre jugement vaille autant que celui de n'importe qui, spécialiste, grand médecin, expert, compris. Je peux avoir le sentiment, et c'est l'accomplissement en quelque sorte de l'horizontalité, pour le coup, c'est vraiment l'accomplissement de l'horizontalité, je peux avoir le sentiment que n'importe quelle opinion vaut autant que n'importe quel discours d'un spécialiste. D'une certaine manière, l'autorité du savant,
qu'il avait notamment, normalement par son savoir, cette autorité, elle est niée par la médiatisation de ce qu'il reconnaît être son ignorance, ou de ce qu'il reconnaît être la fragilité de son savoir. Et bien voilà, on en sait un petit peu plus, on ne sait pas encore ça, etc. Et alors du coup, ça, le conspirationniste, eh bien, il en tire profit pour lui-même. Bon. Ce qui fait que, donc, toute prise d'opposition peut passer pour une opinion légitime, pour le coup. Sauf que l'opinion du non-savant, dans ce cas-là, elle est fondée sur le refus a priori du discours de savant en tant qu'il est un savant. Et cette opinion du non-savant, elle va être fondée sur d'autres discours qui sont à eux-mêmes leur propre référence. Donc, dans ce cas-là, on se passe des faits, en quelque sorte. On n'a plus besoin des faits, d'une certaine manière. Et bien plus, même les faits qui pourraient démentir l'opinion du non-savant, à la limite, pourraient être perçus comme étant des confirmations de ce que l'on pensait jusque-là. Alors, le problème qui se pose ici, toute petite subtilité, mais vous allez voir, c'est très, très facile à comprendre. Le problème qui se pose ici, c'est que lorsqu'on se défie, en se défiant a priori de ce que dit l'autre, qu'il soit expert, savant ou tout ce que vous voulez, on oublie du même coup de se méfier de soi-même. Et on fait alors aveuglément confiance, comme Swann tout à l'heure dans la rue, on fait alors aveuglément confiance à son propre jugement. On se croit dans le vrai du fait même qu'on n'est pas d'accord avec celui qui se prétend un spécialiste. La preuve même qu'on a raison résidant même dans le seul fait qu'on prend le contre-pied de ce discours. Mais le doute, la méfiance, perdent toute valeur si on oublie de se les appliquer à soi-même. Parce que poser par principe que le discours dit officiel est faux, c'est poser également par principe qu'on a toujours raison. Et donc, on devient incapable de voir qu'une telle méfiance généralisée, ce n'est pas du sens critique. C'est le contraire même du sens critique. Puisqu'il est le meilleur terreau, au contraire, de la crédulité, étant donné que tout discours qui s'oppose à la parole dite officielle va gagner en crédibilité du simple fait qu'on enlève toute crédibilité au discours soi-disant officiel. Est-ce que vous m'avez bien suivi sur ce point? Le quatrième élément, c'est que la pensée conspirationniste, c'est le moment le plus délicat, je sais qu'il y a une porte de sortie derrière moi. Donc... Le quatrième élément, c'est que la pensée conspirationniste, bien que s'appuyant sur une certaine forme de logique, c'est ça qui est difficile avec cette pensée, c'est qu'il y a une certaine forme de logique, elle procède en fait à l'inverse même d'une pensée rationnelle ou scientifique. Et du même coup, elle en devient pratiquement irréfutable. Je vais essayer de vous montrer trois points sur cette... et je vais terminer là-dessus. 3 points sur cette mécanique, justement. Alors, on l'a vu, le scientifique, il procède à partir des faits qu'il observe. Ces faits, il les problématise. Il faut qu'il arrive à formuler un problème. Et puis, il va aller vers des expériences qui vont mettre à l'épreuve les hypothèses qu'il énonce pour trouver la solution de ces problèmes. Donc, de là, il va tirer à la fin des conclusions. Un savoir dont il est capable de nous dire, en fonction de l'hypothèse que j'ai posée, voilà ce que je suis capable de vous dire à peu près en ce moment. Bien. Le conspirationniste, lui, il procède à peu près comme Swann quand il éprouve sa jalousie. Vous vous rappelez l'épisode de Swann? Vous vous rappelez que dès qu'il rentre chez lui, il est convaincu d'être trompé. Et il repart chez Odette. Et sa vision de la lumière confirme qu'il avait raison. Et il interprète même toutes les intonations, la manière dont Odette lui a demandé de rentrer chez lui, les gestes qu'elle a pu avoir, tout ça. Mais oui, c'est bien évident, c'est pour recevoir quelqu'un d'autre à ma place. Donc ça veut dire que tout ce qu'il interprète de cette scène vient confirmer sa certitude première. Et bien de la même manière que le jaloux, le conspirationniste, il réfléchit à l'inverse du scientifique. Il part de la conclusion. Il part de la conclusion, c'est-à-dire il part de la certitude qu'il y a un complot.
Et il va interpréter tous les faits en conformité avec cette conclusion qu'il a posée au départ. C'est-à-dire que comme le jaloux, il tombe dans une forme de pensée contraire. Je mets des guillemets parce qu'il y a un mot qui signifie ça, pensée contraire, en français. Contraire, en français, on utilise le préfixe para, comme dans parachute, par exemple. Et puis, pensée, eh bien, c'est la noia, c'est ce qui est produit par le nous, l'esprit, en grec. Bref, donc le complotiste, il tombe dans une forme de paranoïa. Pensée contraire, on met la conclusion au début. Et tous les faits ensuite sont interprétés en fonction de la conclusion qu'on a posée au départ. Le paranoïaque, donc, c'est un individu qui est soumis à une logique passionnelle. Il fait tout pour avoir raison sur la conclusion qu'il a donnée au départ. Et il se croit victime d'un complot, bien évidemment. C'est comme un jaloux au sens pathologique du terme qui va croiser n'importe qui dans la rue et qui va se dire « il m'a regardé d'un drôle d'air, il est dedans, il est dans le complot. À tous les coups, il sait quelque chose. » Voilà. Alors Kissinger disait, je crois, même les paranoïaques ont des ennemis, mais bon, parfois ils n'en ont pas. Deuxième élément de la mécanique du conspirationnisme, j'arrive au bout, la pensée scientifique se définit par une méthode telle qu'elle fonde le développement de nos connaissances sur la conscience toujours plus grande de ce que nous ignorons encore. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure. Ça veut donc dire qu'un scientifique n'a pas réponse à tout. Il assume et il revendique même de ne pas tout savoir. Écoutez un scientifique qui parle, et toujours dans son discours, il y a une part pour « Ah, on sait mieux ça maintenant ». En revanche, on ne sait pas encore ça. Il y a toujours une place pour l'ignorance dans le discours du scientifique. Donc, la science est le discours d'un savoir qui se connaît lui-même, au sens où il se connaît sur le fond de l'ignorance qui lui reste encore. Le conspirationniste, lui, développe un discours qui n'est fait que de certitudes. La principale étant, il y a un complot. Il n'y a pas de doute dans sa thèse, en quelque sorte, puisque tous ces doutes sont orientés vers les manques des autres, vers les contradictions, vers les ratés, vers ce qui est voilà, un peu fragile dans le discours du scientifique, de l'expert, etc. Et donc, là où ils n'ont pas de réponse, c'est une preuve supplémentaire qu'il y a complot. La charge de la preuve, encore une fois, est toujours renvoyée en quelque sorte à celui qui prétend savoir, tout en revendiquant de ne pas savoir tout. Il faut donc voir que le conspirationniste n'a pas véritablement de discours avec un véritable contenu. Il ne propose pas véritablement une thèse contraire à celle du scientifique. Il n'argumente pas pour réfuter l'argument de la thèse du scientifique. Puisqu'en fait, son discours, il ne tient essentiellement que par cette opposition à un discours qui se dit officiel, ou qu'il dit lui-même officiel. Donc, d'une certaine manière, le conspirationniste, si on veut faire l'opposition avec le scientifique, le conspirationniste, c'est un ignorant qui s'ignore. Ça va, je peux rester ? La porte est ouverte. Oui, c'est ça. Ma voiture est dans le sens du départ. Troisième point, et je termine. On comprend alors que le discours du conspirationniste est par définition irréfutable. Puisque, comme pour le jaloux, toute contradiction opposée à son discours, venant de l'extérieur, fait partie du complot. Est une confirmation de ce qu'il, entre guillemets, sait, ou est sûr de savoir. Et qu'il tient donc cette irréfutabilité de son propre discours pour une preuve supplémentaire de sa pertinence. Donc il ne peut pas comprendre et admettre que c'est au contraire la réfutabilité du discours de la science qui en fait sa valeur scientifique. Pour lui, le conspirationniste, il n'y a de solide que ce qui est absolument immuable. Et donc, le conspirationniste, en somme, ne croit que ce qu'il voit. La Terre est plate, les scientifiques se contredisent, l'attentat contre Charlie Hebdo est un fake, etc., etc. Mais sans se rendre compte qu'il ne voit que ce qu'il désire croire.
Oui, belle, je vous la refais si vous voulez. Le conspirationniste ne croit que ce qu'il voit, sans se rendre compte qu'il ne voit que ce qu'il désire croire. D'où donc la grande difficulté à essayer précisément de réfuter les thèses conspirationnistes, même devant les dimensions complètement déroutantes, affolantes qu'elles peuvent prendre parfois. Alors à moins peut-être de rentrer un tout petit peu dans la logique du raisonnement du conspirationniste et de l'amener à comprendre comment cette logique même fonctionne. Bon. Pour résumer en une phrase cette opposition sur laquelle j'ai terminé, je voudrais vous rappeler donc cette idée, c'est que la science n'est la science que parce qu'elle se constitue autour de théories qui sont réfutables entre elles. Le conspirationnisme n'a pas de valeur scientifique, évidemment, parce qu'il se prétend être une, entre guillemets, théorie, même le mot là, très problématique, parce qu'il se prétend être une théorie irréfutable. Alors, je vous laisse la conclusion dans le sens où on va continuer un petit peu d'échange si vous le souhaitez, et peut-être qu'on va évoquer des expériences diverses avec cette question du conspirationnisme, et on va peut-être également essayer de comprendre s'il y a un ou deux outils pour lutter contre, pour comprendre, ou pour essayer de quand même chercher à réfuter ce genre de propos, si c'est à ça que vous avez affaire principalement. Je vous remercie de votre attention. C'est vrai que ma conclusion est un peu déprimante. Je vous laisse sur l'idée que c'est perdu d'avance, mais en fait j'ai deux, trois petits trucs. Mais voilà. Ben, je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais, moi j'ai une question à vous poser, je ne sais pas si je vais bien la formuler, mais j'ai essayé d'intégrer les différents concepts que vous avez évoqués, et vous avez terminé notamment par le rapport du conspirationniste au fait de croire. Vous avez pris le vocable croire. Et je me pose une question, c'est une réflexion qu'on rencontre parfois. Moi je travaille sur l'insertion, donc c'est l'accompagnement principalement, le lien au savoir et moins scientifique que les propos que vous avez pu tenir. On n'est pas dans cette dimension. Et dans le phénomène de croyance, la question que je me pose, c'est quelle part de la culture théologique de nos sociétés amène justement à une posture quasi naturelle d'accepter qu'il est possible de croire tout court. Et que donc, j'aimerais bien vous entendre sur le rapport entre la culture de croyance, tout court, donc le rapport aux faits religieux par exemple, et la dimension qui pourrait par extension s'apparenter à une logique conspirationniste. D'accord. Vous avez bien posé le problème en faisant référence à la théologie ou à la religion. Je crois entendre dans votre question qu'on a souvent tendance aussi à penser nos croyances comme des sortes de, entre guillemets, de résidus de formes de croyances plus religieuses, plus générales comme ça. Il me semble que c'est dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas la religion qui nous amène à croire, c'est le fait que nous avons tendance naturellement à croire qui va être le socle des religions et qui va être le socle de plein d'autres formes de croyances au bout du compte. Même le scientifique utilise la croyance dans le sens où un scientifique, il croit quand même à quelque chose, à la pertinence de son hypothèse, etc. Quand je suis arrivé ici, vous avez accepté, personne n'a bougé et protesté, parce que vous avez cru en vos organisateurs en vous disant, bon voilà, ce monsieur, il doit un peu savoir de quoi il parle. Donc, il y a toujours une activité de la croyance, en quelque sorte. Ce qui fait que, en réalité, la croyance, elle est en permanence en activité chez nous, et notamment, elle est très souvent en lien avec ce que Spinoza identifierait comme étant le désir, c'est-à-dire que
Nous avons toujours du désir pour telle ou telle chose et nous croyons... Spinoza renverse une chose, par exemple, il renverse une phrase qui est très très intéressante. Il ne dit pas nous désirons une chose parce qu'elle est bonne. Il nous dit c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, c'est qu'en réalité une chose est bonne parce que nous la désirons. Et donc je la crois bonne parce que en réalité je la désire. Donc en fait, la théologie, la religion, je crois, ne sont, au sens le plus simple du terme, ne sont que des formes majeures où s'exprime la croyance, mais la croyance chez les êtres humains, elle s'exprime partout ailleurs, dans des formes absolument non religieuses par exemple, elle peut s'exprimer dans plein d'autres formes, et c'est du même coup pour cela qu'il est extrêmement difficile donc de combattre le conspirationnisme, ou du moins de l'affronter, d'en prendre conscience, parce que ça fait appel à des mécanismes au fond de nous qui sont très très profondément ancrés au fond de nous, et qui ont lieu à la fois, enfin qui reposent à la fois sur notre exercice du jugement, donc comme j'ai essayé de le montrer, mais fondamentalement sur notre exercice du désir d'avoir raison. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a aussi des scientifiques qui sont des croyants, il y a aussi des scientifiques qui sont des charlatans parce qu'ils font en sorte que leurs expériences fonctionnent bien, et puis parce que croire en soi, croire aux autres, avoir confiance. J'ai essayé de vous montrer aussi que la méfiance toute seule, ça n'a strictement aucun sens. La méfiance n'a de sens que si on fait confiance aussi un petit peu, parce que sinon on a la méfiance toute entière orientée vers les autres et la confiance seulement orientée vers soi, ce qui est totalement absurde. Je n'ai jamais d'idées par moi tout seul, j'ai toujours des idées par des rencontres avec les autres. Donc confiance, ça veut dire croire, hein, se fier à. Hein, et donc la croyance, c'est forcément s'en remettre aussi à d'autres. Donc quelqu'un qui est dans le déni absolu de toute confiance vis-à-vis des autres, c'est quelqu'un qui s'enferme dans une logique qui est totalement enfermée sur son seul désir à lui, sa seule croyance. Bonjour, dans ce que vous évoquiez, moi j'entendais aussi dans la remise en question du discours scientifique la question du doute, du coup parfois nécessaire, et du coup l'angle de vue qui me venait c'était celui des émotions par rapport au caractère anxiogène que peut susciter aussi le fait de supporter le doute. Oui. Et ce que j'entendais dans les théories complotistes que vous évoquiez, c'était peut-être que ça peut répondre au besoin de rassurer, parce que ça apporte une réponse claire, définitive. Donc j'avais envie de faire écho à ce que vous disiez par rapport à l'angle de vue des émotions et comment on pouvait y répondre peut-être autrement pour faire un pas de côté. Absolument, absolument. C'est une excellente question parce que le côté rassurant que ça peut avoir, indépendamment du contenu que peuvent avoir des thèses conspirationnistes par exemple, et le côté rassurant que ça peut avoir, c'est qu'au moins ça nous donne une réponse. Je ne suis plus dans l'expectative, dans la perplexité, dans le doute, dans le je sais pas, etc. Ces scientifiques, ils ne savent pas manifestement. Et moi, je sais, j'ai une réponse. C'est exactement comme la superstition. Je touche du bois. Voilà, je touche du bois pour qu'il ne m'arrive rien. Je sais rationnellement que c'est complètement idiot. Je sais rationnellement que ça ne sert strictement à rien. Bon, mais je vais toucher du bois parce que ça me rassure. Au moins, s'il m'arrive quelque chose, c'est pas de ma faute d'une certaine manière. Hein. J'avais touché du bois. Bon, mais le côté rassurant, réconfortant, c'est la base même justement de la croyance, de l'adhésion à quelque chose. Et au moins, là encore, il faudrait faire tout un truc sur Spinoza, mais j'ai pas le temps. Mais Spinoza nous dit ça. Spinoza nous dit aussi, mais en fait. Chaque chose va vers ce qui l'a fait persévérer, en quelque sorte, vers ce qui l'aide à vivre. Et l'être humain, il est exactement de la même sauce, si je puis dire. C'est que l'être humain, il a besoin d'adhérer à quelque chose. Il a besoin d'y croire pour que ça le rassure. Ça le réconforte, il vit mieux. Et alors, c'est vrai que du même coup, des expériences comme le doute de Descartes et cette volonté de ne pas affirmer trop vite que l'on sait, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Et oui, exactement. Accepter de dire « je ne sais pas ». Voilà, je ne sais pas. Sans même avoir de fonction politique, de responsabilité ou autre, mais c'est extrêmement inconfortable, évidemment. Et donc,
toutes ces théories-là, elles ont un terreau qui est extrêmement fertile, parce que, il ne faut pas faire trop d'amalgame non plus et mettre tout dans le même truc, mais le fonctionnement des sectes repose un peu là-dessus aussi. Hein, souvent, on s'adresse à des gens fragiles parce qu'on va leur donner des réponses, justement, parce qu'ils sont complètement perdus. Donc, vous avez parfaitement raison, les émotions, là, jouent un rôle absolument fondamental. Oui, alors, j'aurais une question peut-être un peu pratico-pratique, parce qu'effectivement, la conclusion est assez pessimiste. Oui. J'ai cru comprendre que la charge de la preuve et du coup l'apport de la preuve pouvait être une solution. Enfin, Oui. comme Swann qui se rend compte qu'en fait, c'est pas la bonne maison. Oui. Même si peut-être qu'il pourrait penser qu'il y a un complot là-dessus. Et, enfin, bref. Bien sûr, toujours. Du coup, est-ce que vous avez 2-3 trucs à nous donner pour aller vers quelque chose d'un peu plus optimiste? Je vous remercie, j'espérais que quelqu'un pose cette question quand même, parce que je suis un peu venu pour ça. Non, mais... Bah, alors, vous avez compris que enfin, j'ai essayé de montrer, je pense que ça marche comme ça, le discours du conspirationniste repose sur la négation du discours des autres. Bon. À partir du moment où j'ai eu une discussion avec un commerçant tout près de chez moi, là, j'ai compris en 3 minutes que j'ai compris où j'étais, là, tout d'un coup, et que de toute façon j'avais tort, parce que mes sources d'information, c'était voilà, les journaux télévisés, les sites internet, un peu, voilà. Et bon, manifestement, ça ne marchait pas. Alors, moi, ce qui me paraît intéressant, je crois qu'il y a deux approches. Mais encore une fois, hein, c'est absolument pas garanti dans ces résultats. Mais je crois qu'il y a deux approches. La première approche, c'est d'abord de demander à quelqu'un qui vous soutient une thèse qui peut vous apparaître un peu folle, mais d'où tu tiens ta source? Quelle est ta source d'information? Aide-moi, moi, à y voir plus clair, que j'aille voir un peu ta source d'information, et dis-moi exactement de qui il s'agit. Et puis vous posez des questions comme ça. Es-tu sûr de l'origine? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Qui sont les commanditaires de ce site sur lequel tu te renseignes? Est-ce que déjà tu peux m'en dire un petit peu plus? Bon, si l'autre est un petit peu de bonne volonté, peut-être qu'il vous en dira un petit peu plus, mais peut-être qu'à un moment, il se trouvera un peu enfermé dans une idée selon laquelle « Ah ben non, je sais que c'est bien, mais je sais pas d'où ça vient, en quelque sorte. » Mettre la personne devant sa propre ignorance, en quelque sorte. Bon. Et le deuxième truc, moi, que je vois, je l'ai un petit peu mis en pratique, ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est un peu rigolo à faire, c'est un mixte entre Socrate et Monty Python. Voilà. Alors, vous savez, Socrate, il est connu pour les dialogues, il est mis en scène dans des dialogues par Platon, et il est connu pour ce qu'on appelle la maïeutique. La maïeutique, c'est-à-dire il fait accoucher ses interlocuteurs de leurs propres contradictions. C'est-à-dire que la plupart du temps, Socrate, il n'a aucune thèse à soutenir. Il veut juste montrer à l'interlocuteur, mais attends, tout à l'heure tu m'as dit ceci, et maintenant tu me dis cela. Ah bah oui, non, d'accord, donc c'est pas exactement ce que je voulais dire. Donc, et à chaque fois, il corrige comme ça, et il amène l'interlocuteur dans ses contradictions. Et puis, si vous mixez ça avec un peu de Monty Python, dans un spectacle que les Monty Python, tout le monde voit qui sont les Monty Python, évidemment, il n'y a pas de ce groupe d'humoristes anglais, là. Ils ont donné un spectacle à l'Orange Bowl à Hollywood. Et alors, il y a un sketch que je trouve absolument génial, moi. Ils sont tous super bien habillés, costards, machin. Et ils sont 5, je crois, 5 ou 6, enfin, je ne sais pas combien ils étaient à l'époque. Ils sont assis sur la scène, comme ça, puis ils ont une discussion entre gens bien, quoi. Et puis, en fait, il y en a un qui commence à se rappeler les temps plus difficiles qu'ils ont vécu lorsqu'ils étaient plus jeunes, enfants, etc. Et puis, le voisin, ben, il en rajoute une petite couche. Ah ouais, mais moi, c'était encore pire, parce que nous, on vivait dans une pièce toute seule, on était 8, voilà. Et puis, le voisin, après, il va en rajouter encore une couche. Jusqu'au dernier qui finit par dire, je vous passe tout le sketch parce que c'est un peu compliqué, mais chacun en rajoute une couche dans la difficulté qu'ils avaient rencontrée lorsqu'ils étaient gamins. Et le dernier, donc, il dit, ah mais nous, on vivait, en fait, c'était dans une boîte à chaussures qui était sur le milieu de l'autoroute. Et les voitures et les camions qui passaient... Et puis là, tout d'un coup, il se rend compte que oh, il a peut-être un peu exagéré quand même, quoi. Et les autres se disent, bon, on va peut-être arrêter là, ça suffit. C'est-à-dire, voilà, on ne peut pas en soutenir plus. Mais d'une certaine manière, et moi j'ai essayé ça une fois ou deux, c'est assez marrant à faire, lorsque quelqu'un vous soutient une thèse conspirationniste,
non seulement vous ne le contredisez pas, mais vous dites oui, oui, et même figure-toi que, et paf, vous en rajoutez une couche. Et puis vous en rajoutez une couche, jusqu'à arriver jusqu'à un truc complètement débile, quoi. D'accord? Il y a bien un moment, on peut l'espérer, où l'autre va se dire, soit il se fout de ma gueule, soit je lui ai donné des outils pour qu'il se foute de ma gueule, quoi. S'il arrive à cette deuxième conclusion, c'est bon. On aura fait un tout petit pas. Mais c'est pas garanti, hein. Venez pas vous plaindre après si ça marche pas. Bonjour. Alors, c'était la science et le complotisme. Est-ce qu'après, par exemple, Tchernobyl, le sang contaminé, l'affaire du Mediator, on a quand même le droit de se poser certaines questions sur la parole scientifique, oui, sans être pour autant conspirationniste? Heureusement. Voilà. Heureusement. Oui. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais plus qui disait la guerre est une affaire trop sérieuse pour la laisser au seul militaire, et la science est une chose trop sérieuse pour qu'on la laisse au seul scientifique. Je veux dire par là que j'espère m'être bien fait comprendre, mais votre question me permet de le préciser beaucoup plus. Il est bien évident que je ne vous dis pas faites une confiance aveugle aux scientifiques, ça n'a aucun sens. J'ai essayé d'utiliser le mot critique, par exemple, dans mon exposé. Il est bien évident que notre rôle à nous, qui ne sommes pas des scientifiques, c'est de garder un regard, évidemment, et un regard critique sur ce que font les scientifiques, et que nous avons évidemment notre part là-dedans. Quand il est question de PMA, de GPA, de tout un tas de choses, ce sont des questions qui ne vont pas de soi, enfin bon, voilà, ça ne va pas de soi. Quand il est question de manipulation, de clonage, de tout un tas de choses. Donc il est bien évident que notre première fonction à nous, c'est pas de devenir des scientifiques, ce sera impossible parce qu'ils sont arrivés à un tel niveau de complexité que c'est totalement impossible, mais qu'au moins nous soyons un minimum renseignés, mais de manière critique au moins, encore une fois. Alors c'est un mot un peu passe-partout, on ne sait pas trop quoi mettre là-dedans, mais encore une fois, je pense que si on a une attitude de rejet absolu, c'est totalement vain, c'est totalement stupide. Si on a une attitude d'adhésion absolue, c'est totalement naïf et crédule, ça n'a aucun sens non plus. À notre niveau, pour le peu qu'on peut comprendre, savoir de ces choses-là, notre obligation à nous, notre devoir, c'est évidemment d'en savoir un petit peu plus, et il ne faut surtout pas laisser... c'est ce qu'on appelle le scientisme, hein, c'est l'idée que, ah bon, bah, si vous avez la solution, alors allez-y. Mais non, je travaillais dernièrement sur des questions relevant du nucléaire, par exemple. C'est pas parce que les scientifiques savent faire du nucléaire qu'on va leur dire, bah, allez-y, faites du nucléaire. Non, ça c'est une décision politique, ça. Dans le cadre de la pandémie, on a bien vu que certains politiques disaient, écoutez, vous nous conseillez, mais c'est nous qui prenons les décisions. De toute façon, c'est nous qui allons nous faire engueuler après. Donc c'est nous qui prenons les décisions, en quelque sorte. Ce qui fait que c'est devenu de plus en plus délicat à mesure que la complexité de la science augmente de manière exponentielle. On est de moins en moins susceptible de comprendre quoi que ce soit à tout ça, mais le minimum qu'on peut comprendre, c'est absolument nécessaire pour essayer d'avoir notre voix un petit peu dans ce genre de débat, bien évidemment. Bonjour. Bonjour. J'avais une remarque et une question. Je vais commencer par la remarque. Par rapport à ce qui vient d'être dit, vous nous disiez tout à l'heure, quand on entend des discours complotistes, de demander aux personnes de citer leurs sources et de les pousser un petit peu comme ça dans leur retranchement. Pour l'avoir vécu, souvent ce qui se passe, c'est qu'on nous renvoie dans nos propres retranchements. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous disiez, la science est complexe, et pourtant je suis formateur en maths sciences, mais même sur des questions scientifiques, je peux arriver très vite moi-même à mes limites aussi. Ça, c'était la remarque. Et puis, la question, c'est est-ce que la transparence n'est pas finalement un atout contre le complotisme? C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure, par exemple, d'Edouard Philippe, qui admettait ne pas savoir. Oui. Moi, je suis souvent amené à le faire en cours. J'ai l'impression que ça donne du crédit. Certes, c'est anxiogène, mais au moins, ça met les choses à plat. Enfin, c'est mon sentiment. Oui. Je signe les deux choses que vous venez de dire. En fait, ce qui est problématique, c'est qu'on se bat aussi dans une époque, encore une fois, qui met tellement de choses à disposition que n'importe qui peut trouver n'importe quelle réponse.
on peut trouver tout un tas de réponses. Mais nous qui sommes enseignants, formateurs et qui travaillons avec nos limites et qui, comme vous le dites très bien, devons admettre que nous avons des limites, faire simplement admettre à quelqu'un à qui on s'adresse qu'avoir des limites, c'est pas nécessairement être défaillant, c'est pas nécessairement être incompétent, inapte à l'enseignement ou à des choses comme ça. Faire admettre ça, c'est déjà un pas absolument énorme. Et donc, c'est au moins sur cet aspect-là qu'il faut sans doute travailler et retravailler. C'est qu'aujourd'hui, vous savez, c'est comme quand on vous pose des questions dans un sondage, on vous téléphone, bonjour, c'est pour une enquête sur tel ou tel truc. Alors voilà, je vous pose une question, vous êtes pour ou vous êtes contre? Je sais pas. En fait, j'aimerais discuter. Non, mais vous ne pouvez pas discuter, vous me dites oui ou non. Et dans une enquête, vous voudriez nuancer un tout petit peu votre truc. Oui, mais attendez, je suis pour si vous voulez entendre par là que... Oui, mais non, moi ce que je veux, c'est pour ou contre. Et en fait, aujourd'hui, on a des tas de pressions qui s'exercent sur nous, où il faut prendre position. C'est le livre qu'a publié, je ne sais plus comment il s'appelle, dernièrement, sur l'art de la nuance, par exemple. L'art de la nuance, aujourd'hui, ben non, on like ou on like pas, enfin je ne sais pas trop s'il y a un bouton comme ça, mais c'est ou pour ou contre, ou oui ou non. Et aujourd'hui, être capable d'être dans des situations et de dire, vous savez, je ne sais pas, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je ne suis pas compétent pour le truc, ça veut dire que j'ai des limites et qu'il faut les accepter. C'est ça le plus dur. On a affaire de plus en plus à des publics aussi qui sont de plus en plus demandeurs, notamment de réponses aussi, et voilà, on veut quelque chose tout de suite. Quant à renvoyer quelqu'un dans ses propres retranchements, alors demander à un complotiste où il s'est renseigné et qui nous renvoie à nos propres... C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, ben oui, je me renseigne plutôt ici, plutôt là. Bon, je lis Le Monde entièrement toute la journée. Voilà, de la première page à la dernière. Je crois être un peu informé, mais bon, non, ça suffit jamais de toute façon. De toute façon, ça suffira jamais. Et le complotiste va automatiquement s'immiscer dans les toutes petites failles que vous allez laisser entendre pour dire, bon, bah, tu vois que finalement, tu n'en sais pas plus que moi. Et encore une fois, c'est extrêmement compliqué. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a une logique, parce qu'il va utiliser son intelligence pour se saisir de ces toutes petites failles. Donc de ce point de vue-là, il faut tenir solidement et dire, non, on ne peut pas tout savoir, et c'est bien aussi de le reconnaître. Toi, tu prétends tout savoir, mais prouve-le-moi que tu sais tout. Je crois que le micro est reparti par là. Oui. Est-ce que l'anonymat qu'il y a sur les réseaux sociaux c'est peut-être pas le principal facteur, mais un facteur vraiment aggravant, en fait, de cette diffusion possible d'informations? N'importe qui peut avoir son quart d'heure de célébrité tout en restant anonyme. Ouais. C'est vrai que là, ça nous fait aller sur des domaines un peu plus techniques et autres, mais au niveau de notre... moi, je suis frappé par une chose, c'est que, en règle générale, lorsqu'on fait face à des gens, face au visage des gens, et même si la moitié du visage est caché par un masque, quand on fait face, il y a des attitudes qu'on n'a pas. Voilà, on n'insulte pas tout de suite quelqu'un qu'on a réellement, physiquement devant soi. Enfin, ça peut arriver, mais... alors que c'est vrai que l'anonymat et l'écran, ça permet sans doute à beaucoup de désinhiber un certain nombre de choses, de se désinhiber. Alors, j'avoue que je n'ai pas réfléchi beaucoup. Vous voyez, là, je vais vous répondre que je ne sais pas. Mais sur la question de l'anonymat, je pense qu'il y a du pour et du contre. A priori, comme ça, spontanément, moi, je serais plutôt pour que l'anonymat soit levé. Mais je ne sais pas. J'avoue qu'il y a beaucoup de données que je ne maîtrise pas là-dessus. Mais je sais qu'en tous les cas, en règle générale, on n'a pas tout à fait la même attitude devant quelqu'un qui se présente que devant quelqu'un vis-à-vis de qui on n'a pas de compte à rendre, en quelque sorte. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, on ne se bat pas avec les mêmes armes? C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui ne se bat pas avec les mêmes armes en face de vous, un scientifique, il est censé, lui, par exemple, publier ses contenus, etc. Et donc, est-ce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on pourrait réfléchir au fait de légiférer sur ces choses-là en disant, ok, on peut publier, mais on publie avec son nom. Oui.
Oui, non, mais vous avez parfaitement raison. C'est le problème c'est le problème des pays, des régimes démocratiques, des armes que la démocratie met entre les mains de ceux qui sont des antidémocrates aussi. C'est un, comment dire, c'est un truisme hein, de dire ça. C'est que la plupart des gens qui vont s'emparer de ces instruments pour en quelque sorte endoctriner plus ou moins les gens, ce sont souvent des gens qui sont des antidémocrates par ailleurs, mais qui se servent de la liberté d'expression que la démocratie met à leur disposition. La liberté d'expression, je dis ça parce que j'ai amené un petit bouquin que j'ai consacré à ça. J'ai consacré un bouquin à la question de la liberté d'expression nuit-elle à la liberté de penser? C'est-à-dire, est-ce qu'à force d'avoir une liberté d'expression qui nous est donnée totalement, et à force de l'utiliser, on peut dire parfois n'importe comment, est-ce que ça ne met pas en danger la capacité que nous avons d'exercer notre jugement? C'était le problème que je posais. C'était en 2014, ça fait déjà donc 8 ans que je l'ai, enfin 7 ans que je l'ai publié, et malheureusement, je crois que j'ai encore plus raison qu'à l'époque. Ça, c'était juste un peu de pub, c'est tout. N'en tenez pas compte. Mais c'est vrai, on n'a pas les mêmes armes, oui, vous avez raison. Oui, on est face à un flot de paroles, d'images, d'écrits en fait, qui nous arrivent en permanence de sources très diverses. Et je me souviens d'un formateur il y a quelques années qui nous disait mais quoi qu'on nous dise, on ne sait pas ce qu'on nous raconte. Et au-delà de la transparence, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une zone grise qui est au niveau de l'intention? Est-ce qu'un scientifique, au-delà de sa démarche, il n'est pas hors du monde? Et dans sa démarche scientifique, il a aussi une vision du monde et une intention. Est-ce que c'est les politiques également? Est-ce que c'est pas ça qui manque en fait dans le discours, oui, au-delà de la transparence? Oui, en réalité, ce que vous dites là, si chacun d'entre nous le mobilise à chaque fois qu'on entend un scientifique, un expert, etc., ça nous protège contre une forme de naïveté, d'adhésion complètement naïve et crédule à son discours, et sans pour autant nous donner des réponses absolument sûres et garanties, ça nous donne au moins une attitude qui est une attitude active vis-à-vis de ce discours. Donc on peut choisir d'y adhérer plus ou moins, et puis éventuellement de le confronter avec un autre. On n'en a jamais fini de ça. On n'a jamais accédé à la vérité, à un socle absolument solide sur lequel il n'y aurait plus de recherche à faire ou de remise en cause. Et donc, vous voyez, c'est moins une question de savoir ou d'éclaircissement qu'une question d'attitude que l'on est censé avoir. Le regard critique que l'on peut porter sur le discours des autres, c'est plus une attitude que l'on a, une attitude d'être soi-même actif, d'exercer son propre jugement pour dire, bon, je le crois, jusqu'à un certain point, je pense qu'il a sans doute des intentions derrière, et c'est toujours vrai ça. C'est toujours vrai qu'on a des intentions derrière ce qu'on dit. Quand un politique nous fait un discours, on sait très bien que le porte-parole du gouvernement ou autre, quand il a un discours, il est porte-parole. Donc il y a une intention derrière. Est-ce que ça veut dire que pour autant, quand on dit ça, on signifie qu'il y a une intention de manipulation et de nous avoir et de nous rouler dans la farine, etc. Si on en est là-dedans, on est dans un truc où on a peur de tout et on ne fait plus confiance à strictement rien. On peut avoir une confiance limitée, critique, en se disant, bon, bah, on va accepter ce qui... Je vous raconte une toute petite chose. Ça fait 2 fois que des questions portent sur la notion de transparence et je n'ai pas répondu sur la question de la transparence elle-même. Mais encore une fois, la transparence, c'est très très bien. C'est très très bien, mais si on la pousse à bout, c'est le totalitarisme, on est bien d'accord. La transparence, c'est le totalitarisme. Si on nous interdit absolument d'utiliser le mensonge, mais quotidiennement on utilise le mensonge. Je suis sûr que depuis ce matin, vous avez tous utilisé le mensonge. Salut, tu vas bien? Oui, oui, ça va. Paf, boum, un mensonge. Surtout l'autre qui pose la question, salut, tu vas bien? Il n'en a strictement rien à faire en plus. Donc,
Le mensonge, c'est quelque chose, il ne faut pas s'offusquer de ce que c'est que le mensonge et se dire la transparence, c'est formidable. Si on était tous absolument transparents les uns par rapport aux autres, comme dans un film, vous savez, où un type entend ce que les femmes pensent ou le contraire, ou enfin, je ne sais plus quoi, là. Enfin, ça devient totalement invivable. Si j'entendais ce que vous pensez sur moi, enfin, ce serait, vous voyez, ce serait atroce. Donc, la transparence, ça peut être un but. C'est une finalité, c'est un but. Mais ça ne peut surtout pas être un... Enfin, je crois que ça ne peut surtout pas être un moyen et la fin en soi, en quelque sorte. Parce que la transparence, c'est quelque chose dont on ne voudrait surtout pas, et je vous assure, je vais vous rappeler quelque chose tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne voudrait même pas dans l'exercice de la politique, par exemple. Moi, je ne suis pas sûr de vouloir savoir tous les tenants et aboutissants des décisions qui sont prises et auxquelles je suis forcément soumis par citoyenneté et autres. Je me rappelle une fois où il y a eu je crois que c'était une otage française qui a été libérée. Et donc, évidemment, il a été déclaré par le gouvernement, par le porte-parole du gouvernement, eh bien, l'otage française a été libérée et il n'a pas été versé de rançon. Et j'écoutais, je ne sais plus, j'étais sur France Inter, quelque chose comme ça, et il y avait je crois que l'invité, c'était Xavier Bertrand, je ne sais plus du tout. Je crois que c'était Xavier Bertrand, et on lui dit, Monsieur Bertrand, vous croyez à cette déclaration comme quoi il n'y a pas eu de rançon? Et Xavier Bertrand a dit, alors que c'était déjà Macron qui était président, Xavier Bertrand a dit, écoutez, là il est question d'une rançon, le gouvernement dit qu'il n'y a pas eu de rançon, moi je crois qu'il n'y a pas eu de rançon, point. Évidemment qu'il y a eu une rançon, sans doute qu'il y a eu un arrangement, sans doute qu'il y a eu quelque chose. Mais l'idée c'était que sur certains thèmes, au moins sur certains sujets, vous ne voulez pas qu'on soit transparent, vous ne pouvez pas vouloir qu'on soit transparent, c'est pas possible. Parce que la politique, c'est on met les mains dans le cambouis, et puis... Il y a un autre truc, je suis un peu dans des trucs un peu graves comme ça, mais je rappelle souvent ça à mes étudiants aussi, c'est... vous savez, c'est le bombardement de Coventry pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque on a découvert le fonctionnement de la machine à coder les messages, la machine des nazis, la machine Enigma. Vous voyez, qui a envoyé les messages pour dire, toi qu'on bombarde telle ville, on bombarde tel sous-marin, ou je sais pas quoi. Et les Anglais ont compris le fonctionnement d'Enigma, étaient capables de déchiffrer les messages. Et puis un jour, on tombe sur un message, bombardement de la ville de Coventry. Bon, bah, il a été décidé de laisser bombarder la ville de Coventry. Parce que si on fait évacuer les gens, les Allemands vont savoir qu'on a leur machine, et donc ils vont en faire une autre, et on va remettre 3 ans de plus à gagner la guerre. Alors que là, on a une chance de gagner la guerre s'ils croient encore qu'on n'a rien. Vous voyez? Donc, parfois, ben, il y a des décisions, il vaut peut-être mieux pas trop savoir, à la limite, comment ça se passe, même si, encore une fois, c'est une exigence démocratique, c'est tout ce qu'on veut, mais poussé à son terme, je ne suis pas sûr que ce soit forcément... Là aussi, il faut avoir un regard critique sur ce genre de notion-là, me semble-t-il. On me fait signe comme ça. Je crois que ça veut dire on arrête tout. Merci beaucoup.